Bonjour à tous. Pour les personnes dans la salle que je ne connais pas personnellement, mon nom est Nicolas Vermeil, je suis professeur ici à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, chercheur au Centre de recherche en droit public et directeur adjoint du laboratoire de cyberjustice. Et ces plateformes que vous décriez, en fait, c'est nous qui les avons créées. Donc, on pourra en rediscuter par la suite. La plateforme utilisée notamment par la Chambre des huissiers de justice en France a été développée ici au laboratoire de cyberjustice. Et toutes ces plateformes, en fait, sont le produit des travaux de mon collègue Karim Beniclef au milieu des années 90, auquel Vincent, alors qu'il était jeune étudiant, participait également. Donc, petite parenthèse, et encore une fois, on pourra en rediscuter lors de la période de questions. Mais on m'a demandé, pour ma part, de traiter du sujet, donc Legal Tech et risque juridique ou risque de justice. Et je dois vous admettre que lorsque j'ai vu le sujet de Jean-Christophe et celui de Mustapha, je me suis dit, bon, bien, ça y est, on va dire la même chose 3 fois. Et je suis heureux de voir que finalement, on ne dira pas la même chose. Et donc, ça me réjouit. Et j'espère que ça vous réjouit également de ne pas m'entendre répéter les propos de mon collègue. Ce sera un peu ennuyant. Vous pourriez simplement regarder la vidéo à nouveau. Donc, Legal Tech et risque de justice, merci à Jean-Christophe d'avoir fait le dur travail de définir ce qu'est la Legal Tech, ou ce que sont les Legal Tech. Personnellement, moi, comme c'est Legal Tech, c'est court pour Legal Technology. En fait, ce sont les entreprises de Legal Technology ou de technologie judiciaire. Et donc, ultimement, ce serait les entreprises qui seraient plurielles et non l'objet, la technologie judiciaire. Mais donc, ces entreprises de Legal Tech, puisqu'on veut utiliser le mot à la mode, j'utilise moi-même cette définition très large. Tout outil développé par ou pour le milieu de justice qui aide l'une des parties, que ce soit la magistrature, que ce soit les avocats ou évidemment les justiciables eux-mêmes, voire même les greffiers ou d'autres acteurs qu'on a tendance à oublier lorsqu'on discute de technologie judiciaire, alors que pourtant ce sont ceux qui vont probablement subir les conséquences le plus directement, et je pense ici aux greffiers. Donc, Legal Tech défini par Jean-Christophe, merci encore. Risque de justice, maintenant, à quoi faisons-nous référence lorsque l'on traite de risque de justice? En fait, j'ai une double formation en droit et en sécurité de l'information, et donc dès que le mot risque apparaît, je reviens à mes amours technologiques et mes amours sécuritaires pour utiliser la définition en sécurité de ce qu'est le risque. Et donc, le risque en sécurité, on dira que c'est la chance, la possibilité, bref, qu'un agent de menace ou qu'une menace puisse exploiter une faille dans un système, donc encore une fois, un système informatique ici, lorsqu'on parle de sécurité de l'information. Et pour limiter ces risques, bien, on adoptera des contre-mesures, donc certains outils qui viendront limiter, soit brécher une faille, ou soit limiter les chances que la menace puisse l'exploiter d'une façon ou d'une autre. Évidemment, définition qui s'applique un peu maladroitement au thème juridique, mais je me permets quand même de l'utiliser parce que ça illustre assez bien le contexte dans lequel on se retrouve. Donc, lorsqu'on traite de legal tech et de risque de justice, finalement, bien, quels sont ces risques ou comment les définir? Bien, si on regarde les menaces, quelles sont les menaces liées à ces entreprises qui développent les outils? Bien, d'une part, et on y a fait référence plus tôt, les intérêts, évidemment, de ces entreprises qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les intérêts des utilisateurs. Et on constate ça notamment, et j'y reviendrai, en matière d'intelligence artificielle ou d'outils qui utilisent l'intelligence artificielle, d'outils prédictifs par exemple, et qui, ultimement, sont protégés par secret commercial, et donc on ne sait pas exactement comment cette prédiction est fournie. Mais je n'en dirai pas trop là-dessus parce que, sauf erreur, Mustapha y reviendra dans quelques instants. Et évidemment, problème lié à la législation étrangère, j'y reviendrai, notamment lorsque le Legal Tech offre un service d'hébergement de données et que ces données sont hébergées aux États-Unis, ce qui fait évidemment le plus peur aux citoyens canadiens, mais en Europe ou en Asie ou ailleurs dans le monde. Et j'en passe, évidemment, je pourrais faire une liste assez longue des craintes, finalement, que l'on pourrait qualifier de menaces, là, si, encore une fois, on réutilisait cette définition plus techno, plus sécurité de l'information. Au niveau des vulnérabilités, ou en fait de ce que ces menaces pourraient attaquer, eh bien, là, il y en a plusieurs.
et j'y reviendrai, l'indépendance judiciaire d'une part, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancienne juge en chef du Canada, la transparence du processus judiciaire, l'accès à la justice elle-même pourrait être menacé, le devoir de compétence des avocats et ainsi de suite, le secret professionnel, pardon, sera le dernier point que j'aborderai. Évidemment, tous ces éléments, toutes ces vulnérabilités en quelque sorte, tous ces éléments du système qui pourraient être affectés par legal tech, ce sont des vulnérabilités. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'elles seront exploitées. Si je ne barre pas la serrure si je ne verrouille pas, pardon, la serrure de la porte d'entrée de ma maison, c'est une grande vulnérabilité. Mais évidemment, qui ne sera exploité que si un voleur le constate et réussit à pénétrer chez moi. Et donc, même chose ici, ce n'est pas parce qu'il y a risque que nécessairement celui-ci va se concrétiser. Et donc, si on veut aller un peu plus loin dans cette analyse de quels sont les risques de justice ou comment les définir plus largement au-delà des éléments ou des sous-éléments que je viens tout juste de mentionner, bien, je les diviserais, moi, en trois catégories, ces risques de justice. D'abord, les risques qui sont liés à une adoption irréfléchie d'outils technologiques. Parce qu'on a tendance, évidemment, à pointer les legal tech du doigt en disant ben, « c'est de votre faute, vous développez des outils qui sont dangereux ou qui ne fonctionnent pas », alors que dans bien des cas, c'est notre faute, c'est-à-dire la faute des acteurs du milieu judiciaire qui vont adopter les technologies sans vraiment se poser les bonnes questions sur leur raison d'être et qui vont chercher justement, comme l'exemple très éloquent que vous avez donné, l'argument économique en disant ben, c'est un outil qui va nous sauver de l'argent sans se poser des questions sur comment cet outil va influencer ou quelles seront les incidences de cet outil sur les principes fondamentaux liés à la justice. Des risques liés au développement irréfléchi d'outils technologiques, et évidemment j'y reviendrai, donc cette idée que, et encore une fois vous avez fait référence, ces gens qui vont développer des outils mais qui n'ont pas les compétences nécessaires et qui ultimement pourraient donner de mauvais conseils dans certains cas, et finalement les risques liés à des intérêts divergents entre les acteurs judiciaires et les développeurs de legal tech, et là ce sont ceux qui le plus souvent sont soulignés, notamment dans les médias. Donc, avant d'aborder ces trois catégories, simplement comme préambule, en quelque sorte, préambule après le tiers de ma présentation, mais bon, tout ce discours, tout ce débat s'inscrit dans un débat philosophique, en quelque sorte, lié à la technologie qui date depuis plusieurs années, plusieurs décennies, et qui est lié au fait que la technologie, évidemment, n'est pas neutre. Et les auteurs l'ont dit et l'ont redit, et je ne vous ferai évidemment pas la lecture de chacune de ces citations. Vous pourrez mettre la présentation vidéo sur pause si vous voulez les lire, ou encore simplement me contacter. Il me fera plaisir de vous transmettre copie de celle-ci. Mais je vous lis simplement la dernière citation que je viens de vous mettre à l'écran, qui est sortie du livre « La baleine et le réacteur » de Langdon Winner, ou qui est issu de ce livre. Donc, il y a des cas dans lesquels l'invention ou la mise au point d'un moyen ou d'un système technique spécifique est une manière de régler un problème dans la vie d'une communauté. Et donc, il se joint à ce discours et aux autres définitions que je vous ai mises qui soulignent l'absence de neutralité technologique. Ce néologisme qui est arrivé au Québec avec l'adoption de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette neutralité technologique qui n'en est pas une. La technologie, fondamentalement, n'est pas neutre. Elle aura des incidences, parfois volontaires, parfois involontaires, mais tout choix technologique qui est effectué aura des conséquences bien réelles. Et Langdon Winner, dans son ouvrage, donne un exemple qui n'est absolument pas technologique, qui est un exemple tiré d'une architecture différente, c'est-à-dire le plan architectural, ou plutôt l'aménagement urbain, devrais-je dire, à New York. Donc, si par chance ou par mégarde vous vous êtes retrouvé en voiture à vous promener dans l'État de New York, dans certaines régions, notamment à Manhattan, vous aurez pu constater que les viaducs sont beaucoup plus bas qu'ils le sont ailleurs aux États-Unis. Et ça peut surprendre à première vue d'œil et dire mais pourquoi est-ce qu'ici les viaducs sont plus bas? Et en fait, il y a une raison bien claire et bien simple derrière ceci, le racisme.
Et là, vous allez me dire, quelle est la relation entre les viaducs bas et le racisme? Et c'est très simple, tout ça est lié à un monsieur, Robert Moses, qui est le grand architecte de l'aménagement urbain à New York. Et M. Moses, lorsque les lois qui imposaient la ségrégation ont été abolies, s'est dit, mais moi, je ne suis pas particulièrement heureux à l'idée qu'il y a maintenant un mariage, en quelque sorte, entre les quartiers riches, dire blancs, et les quartiers plutôt pauvres, qui, évidemment, à l'époque, surtout, étaient peuplés majoritairement de gens de race noire. On ne pouvait plus utiliser la loi pour empêcher aux gens pauvres d'aller dans les quartiers riches, mais pouvait, par contre, utiliser l'architecture. Et donc, a construit des autoroutes entre les quartiers riches et les quartiers pauvres. Là, vous allez me dire, oui, mais évidemment, les gens des quartiers pauvres, maintenant, ne peuvent plus aller dans les quartiers riches, mais les gens des quartiers riches ne peuvent plus non plus sortir de leur quartier. Et ce que voulait surtout Moses, c'est éviter que les gens pauvres aillent sur les plages et dans les parcs des quartiers riches. Donc, évidemment, on comprend que s'ils mettent des autoroutes, ben, ils se bloquent entre l'autoroute et la plage, donc, et le bord de l'eau. Et donc, pour permettre de sortir du quartier riche, quand il le fait, bien, il a construit des viaducs. Et pourquoi sont-ils si bas? C'est très simple, c'est parce que M. Moses et ses amis, qui roulaient tous en voiture, en décapotable, n'ont pas besoin de beaucoup d'espace pour passer. Alors que les gens dans les quartiers pauvres, eux, voyagent en autobus, et donc ne pouvaient pas passer en dessous du viaduc. Et c'est ici une conséquence d'une architecture. Ça a permis une ségrégation plus longue que ce que la loi permettait normalement. Et donc, pendant que les technologies sont en cours de construction et de mise en œuvre, certaines modifications significatives des comportements et institutions humaines sont elles aussi en train de se mettre en place. Donc, revenons à nos ligotech, revenons à la technologie. Qu'est-ce que cela implique? Bien, ça implique que tout choix qui est effectué par la compagnie qui va développer un outil technologique pour le milieu de la justice va avoir une conséquence, parfois volontaire, comme dans le cas de Robert Moses, parfois complètement involontaire. Et ça, on va avoir les répercussions dans tous ces domaines. Je vous donne un exemple bien simple, qui n'est pas celui des ligotech, mais qui a un parallèle intéressant à faire. Pensons à Twitter. Pourquoi est-ce que c'est 140 caractères plutôt que 141 ou 142, et aujourd'hui 280 plutôt que 285? Parce que quelqu'un qui a décidé que c'était 140, puis 280. Et là, c'est du pur oui-dire. C'est une photo que j'ai prise parce qu'elle était libre de droit sur Internet. Donc, je ne sais pas si ces statistiques-là sont vraies, mais en supposant que c'est le cas, et qu'il y a donc 9% des tweets qui ont besoin du 280 caractères, bien, ça veut dire qu'il y a probablement 9% des tweets qui auraient probablement eu besoin de 1 ou 2 caractères de plus. Mais en bloquant à 280 caractères, on vient finalement forcer les gens à reformuler et à diminuer le nombre de caractères. Déplaçons ce même raisonnement dans le milieu des ligotech. Imaginez donc une entreprise, un organisme qui fournit un outil au service des justiciables pour aider à remplir des formulaires et qu'on décide que dans la fenêtre nom, on limite à 50 caractères, nom et prénom. Ça fonctionne très bien pour les gens comme moi qui ont un seul nom et un seul prénom. Pour les gens de la génération qui ont suivi au Québec, qui ont un nom composé, un nom de famille composé, et peut-être en plus un deuxième nom qui est lui aussi composé pour s'assurer d'avoir les noms de famille des pères, des grands-parents de chaque côté. Mais on peut se retrouver avec quelqu'un qui ultimement a 6 noms et qui ne rentre pas dans les 50 caractères pour nommer la partie. Ce qui vient donc limiter l'utilité de ce type d'outil. Donc, je traite d'adoption irréfléchie d'outils technologiques, ben, c'en est un exemple. C'est le fait, finalement, de ne pas évaluer quelles seront les conséquences de ces outils pour les utilisateurs, donc les justiciables, mais les avocats, la magistrature également. Et ça avait soulevé cette problématique des outils technologiques, soulevé des questionnements au niveau de la Cour suprême. Donc, la juge en chef McLaughlin, à l'époque, évidemment, où elle était encore juge en chef, avait publié un communiqué de presse lié au fait qu'il y avait eu un décret au Canada qui allait imposer certains choix technologiques à la Cour suprême. Et donc, le gouvernement fédéral, finalement, allait imposer à la Cour suprême de se procurer tous ces outils technologiques auprès des services d'achat
de l'État fédéral. Et on est venu s'opposer à ça au nom de la... pardon, du droit des juges, ou j'ai un blanc là, voyons. L'indépendance judiciaire, merci. Voilà. Je dis merci, mais je me suis dit merci à moi-même de m'en être souvenu finalement. Donc, l'indépendance judiciaire des juges, oui, qui est mise en jeu par ces outils. Parce qu'encore une fois, si l'outil technologique que l'on impose à une cour limite les possibilités dans la rédaction du jugement, quand un jugement peut être rédigé, la longueur de celui-ci, par exemple, parce qu'on impose des formulaires bien précis, bien on vient nuire à cette indépendance judiciaire. On vient dire finalement au juge, bien, vous ne pouvez pas indiquer votre pensée complète, vous devez censurer celle-ci. Et donc, ça pourrait mettre en danger cette indépendance. Donc, risque lié, encore une fois, à une adoption irréfléchie par la magistrature, en l'occurrence, ou par le gouvernement plus largement. Autre risque, et on y a fait référence avant la pause, lorsqu'on parlait de ces cours que l'on a encore à la faculté sur comment faire de la recherche juridique, et est-ce qu'on fait encore de la recherche dans les livres? C'est important de faire de la recherche dans les livres encore. Je concède que depuis que je suis professeur, je pense que je suis allé chercher dans un livre de jurisprudence, ou un recueil de jurisprudence peut-être 2 fois en 10 ans, mais il reste que ces 2 fois-là, c'est important pour moi de savoir comment le faire. Et l'exemple que je vous mets à l'écran ici, c'est la calculatrice. Hein. Les gens ne savent plus compter parce qu'ils se basent sur la calculatrice. Mais les conséquences pourraient être bien plus graves en matière juridique lorsqu'on se fie justement à ces outils issus du milieu de la ligothèque. Donc, un exemple, vous êtes probablement tous familiers avec ROS. ROS qui est un outil d'intelligence artificielle qui a été développé en Ontario, qui est basé sur la technologie développée par IBM pour Watson. Et c'est un outil offert aux avocats, évidemment contre un certain montant, et qui permet de faire de la recherche juridique. Et la promesse de Ross, c'est de dire, ben, finalement, Ross fait le travail qui, normalement, est confié à des recherchistes, ou en fait des gens qui font de la recherche juridique, et c'est-à-dire des étudiants qui sortent du bac, sortent de l'école du barreau. Bref, Ross peut remplacer tous les jeunes avocats. Et si on poursuit dans la description de la plateforme, on dit, par contre, évidemment, il y a encore un besoin d'avocats plus seniors qui vont réviser les conclusions de Ross, et donc, ça ne met pas en danger le rôle des associés dans un cabinet, seulement des juniors. Hein. C'est les petits qui commencent en carrière, eux, leur carrière est en danger, mais les gens qui ont quelques années de carrière, eux, Ross va les aider, en fait, à faire un peu plus d'argent, et ils vont pouvoir analyser les données pour s'assurer que tout est beau. Et donc, on a encore besoin d'avocats d'expérience. Et la question que je pose toujours, c'est comment est-ce qu'on devient un avocat d'expérience si on n'a pas d'emploi lorsqu'on sort de l'école du barreau? Et quand je parle d'une adoption irréfléchie, c'est ici une adoption irréfléchie, pas un reproche aux développeurs de Ross. Ils offrent un outil qui, effectivement, peut faciliter le travail des avocats. Mais le cabinet qui se dit, bon, ben parfait, je n'embauche plus d'avocats pour les 10 prochaines années parce que j'ai Ross, va se retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, avec aucune relève, avec aucun avocat d'expérience et va devoir malheureusement fermer boutique. Donc, un autre exemple. Je vais accélérer quelque peu pour toucher les 2 autres types de risques que j'ai identifiés. Le risque maintenant, ou les risques, devrais-je dire, qui sont liés à un développement irréfléchi des outils logiciels. Et donc, maintenant, et je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est lié non pas au juriste qui va adopter un outil, mais finalement à la personne qui va le développer sans avoir toutes les compétences nécessaires, notamment d'un point de vue juridique, mais principalement et surtout lié à la sécurité de l'information. Donc, ceux qui m'ont déjà vu en conférence, vous reconnaîtrez ce dessin. En fait, ceux qui sont de foi catholique, vous le reconnaîtrez également, mais ce n'est pas pour ça que je le mets à l'écran. Simplement parce que lorsqu'on est dans le domaine de la sécurité de l'information, on parle de la triade de la sécurité, c'est-à-dire, d'une part, l'intégrité des données, d'autre part, leur confidentialité et ainsi que leur disponibilité.
Et donc, ces trois catégories, et donc j'utilise la relation biblique simplement parce que je trouve que c'est un excellent truc mnémotechnique, mais sont des considérations qui sont trop souvent écartées lorsqu'on développe des outils technologiques. Et on peut en subir les conséquences plus tard. Et un exemple assez frappant qui démontre lorsqu'une legal tech ou lorsqu'un outil technologique pour la justice est mal développé, bien, vous en avez un exemple ici. Donc, quelqu'un qui était accusé de meurtre, qui ultimement a été libéré. On a dû ordonner un nouveau procès. Pourquoi? Bien, parce qu'il avait porté la cause en appel, mais il n'y avait plus de dossier judiciaire lors de l'appel parce que celui-ci, qui était entre les mains de la greffière, avait été effacé par un virus. Et donc, les outils technologiques utilisés par le service du greffe étaient simplement inefficaces, n'avaient pas les mesures de sécurité suffisantes mises en place. Et dernière catégorie de risques, comme je le disais, les risques sont liés aux intérêts divergents entre les acteurs judiciaires et les développeurs de legal tech. Donc, vous avez à l'écran d'une part Thémis, la déesse évidemment de la justice, et de l'autre côté Plutos, le dieu de la richesse. Et donc, vous comprendrez quels sont, semble-t-il, les intérêts de part et d'autre. Donc, problème, justement, les legal tech qui vont aller à l'encontre, ou les intérêts commerciaux des développeurs d'applications qui vont aller à l'encontre de certains des principes fondamentaux liés au droit. Donc, je pense notamment à la transparence du processus judiciaire qui a été soulevée par la Cour suprême à maintes reprises comme étant l'un des piliers, évidemment, de notre système. Et pourquoi le système est public? Bien, c'est pour s'assurer que les gens puissent s'assurer que celui-ci est justement juste et équitable. Or, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on vient incorporer dans le système des legal tech, lorsqu'on vient incorporer des outils technologiques qui n'ont pas à cœur cette transparence du processus judiciaire et de toutes ses composantes, mais qui, ultimement, veut protéger son secret commercial. Et vous avez, pour plusieurs d'entre vous, probablement entendu parler de cet outil technologique Compass aux États-Unis. Donc, Compass qui est un outil qui aide les juges à identifier si quelqu'un devrait être libéré sur caution avant son procès. Et ce qu'on a constaté, c'est que cet outil semble avoir un certain biais racial. Et donc, quelqu'un de race blanche qui commet le même crime que quelqu'un de race noire va être libéré sur caution, alors que la personne de race noire va être incarcérée jusqu'à ce que le procès ait lieu. Et donc, ce type d'outil, évidemment, comporte, vous avez compris, certains biais qui sont difficiles à examiner parce qu'on n'a pas accès au code. Et ça a d'ailleurs fait l'objet d'une première décision aux États-Unis, l'affaire Loomis contre Wisconsin. Justement, M. Loomis a contesté le fait qu'il devait, en fait, que sa demande de libération avait été refusée, sous prétexte que le juge s'était basé sur cette technologie. Et comme il n'avait pas la possibilité d'étudier la technologie, il n'avait pas accès au code, il ne pouvait pas comprendre pourquoi cette décision avait été rendue. Ultimement, la Cour d'appel a refusé d'entendre, ou en fait, l'a entendu, mais elle a refusé son appel simplement parce que l'outil était l'un des critères utilisés par le juge dans sa décision, mais n'était pas, semble-t-il, le seul critère. Mais cette problématique liée au fait que le code est propriétaire dans bien des outils développés par les entreprises en matière de legal tech, ce qu'on appelle le principe de la boîte noire dans certains cas, où cette information va entrer dans la boîte et un argument, une décision va en sortir. Et la citation que j'ai ici sort d'une présentation, encore une fois, de l'outil ROS. Le problème, évidemment, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte noire. Et donc, on n'a aucune façon d'établir comment la décision a été prise. Et en matière de transparence, c'est problématique. Mais c'est également problématique en matière de compétences des avocats. Parce que, ultimement, si je me fie sur cette technologie, bien, je n'ai aucune... j'abandonne, en quelque sorte, ma compétence à l'outil.
encore une fois, ce n'est pas la faute de la legal tech ici, c'est la faute de l'avocat qui va se fier sur cette technologie, tout comme ce n'est pas la faute de la calculatrice qu'on ne sait plus compter, c'est de notre faute parce qu'on préfère sortir le téléphone et calculer lorsqu'on est au supermarché plutôt que d'essayer de faire le calcul mentalement. Dernier exemple, il me reste 15 secondes et donc je tenterai d'entrer dans les temps. Secret professionnel. Ici, évidemment, vous constaterez que je suis sur les conditions d'utilisation de Google et non d'une legal tech, mais parfois, les conditions d'utilisation de ces outils se ressemblent énormément. Et si vous lisez le passage là où j'ai mis la flèche, ça dit que lorsque vous importez, soumettez, stockez, envoyez ou recevez des contenus à travers un de nos services, en l'occurrence Gmail, vous accordez à Google et à toute personne avec qui Google travaille une licence dans le monde entier d'utilisation, de reproduction de ces contenus. Donc, imaginez l'avocat qui utilise Gmail dans ses communications vient finalement de renoncer au nom de son client, au secret professionnel de celui-ci, au droit au secret professionnel de celui-ci, puisqu'il accorde à Google une licence. Je ne vous dis pas que Google utilise cette clause pour épier les avocats. Je ne veux pas leur prêter de mauvaises intentions, mais il reste que je ne peux pas, d'une part, adopter ce type de service avec ce type de clause et, d'autre part, prétendre respecter mes obligations. Et ça, on le voit en matière de legal tech, non pas aussi clairement que les conditions d'utilisation de Google, mais évidemment, pour que les outils soient meilleurs, on a besoin d'informations. Et donc, souvent, les données utilisées par les avocats dans ces outils, et je pense notamment aux outils de comptabilité juridique qui sont utilisés par certains cabinets d'avocats aux États-Unis, bien, pour rendre ces outils plus efficaces, il y a une connexion constante où on va finalement faire du data mining dans les dossiers des avocats qui utilisent ces outils pour comprendre leurs besoins et finalement ajouter des fonctionnalités. Donc, c'est fait dans un but très noble. Ce n'est pas parce qu'on veut nuire au cabinet ou forcer les avocats à aller à l'encontre de leurs obligations professionnelles. On veut simplement leur offrir un meilleur service. Mais la conséquence, c'est celle que vous avez à l'écran, et c'est qu'ultimement, l'avocat ne respecte plus ses obligations. Donc, évidemment, j'aurais pu continuer ainsi à énumérer des risques, mais je crois que ça vous donne une image assez générale des problèmes qui pourraient émerger lorsque l'on traite d'utilisation de legal tech et en matière de risque de justice. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je crois qu'on aura une période pour les questions si le temps nous le permet. Merci.